Un consensus a bien été trouvé ce matin, non pas sur l'adoption des projets de loi du pays, mais plutôt sur le renvoi de ces textes présentés à l'Assemblée. En effet, une motion préjudicielle a été déposée par l'ensemble des élus non indépendantistes et celle-ci a été adoptée à l'unanimité par les élus du Congrès. Donc c'est le consensus qu'on a pu trouver aujourd'hui. On renvoie le texte en commission, non plus pour parler technique, mais pour parler politique. Parce que tout le monde est d'accord sur le cadre global. Ça, il faut que se le dise. Tout le monde est d'accord sur la mise en place d'une redevance d'extraction. Tout le monde est d'accord sur une taxe d'exploitation. Il faut simplement qu'il y ait des petits ajustements pour permettre à chacun ou chaque groupe de s'identifier et puis pouvoir porter avec nous ces deux projets de loi de pays. Le groupe Calédonie Ensemble, qui par la voix de Philippe Michel a fustigé les gouvernements Santa et Mapu, souhaite des mesures mieux ciblées et moins discriminantes. On l'écoute. On ne peut pas traiter de la même manière les usines métallurgiques qui perdent de l'argent depuis des années et puis les petits mineurs qui, quels que soient les cours du nickel internationaux, continuent de gagner de l'argent et même beaucoup d'argent depuis des années. Donc il faut intégrer cette différence objective de situation entre les uns et les autres. Il faut de la même manière éviter de créer deux catégories de communes parce que c'est la porte ouverte à toutes les surenchères entre les communes minières et les communes non minières. Et puis surtout, il faut bâtir un système qui permette d'avoir la certitude d'une contribution minimum du secteur nickel au partage des richesses entre les Calédoniens. Même son de cloche pour le groupe Avenir en Confiance, qui rappelle que tous les élus s'entendent sur le principe présenté dans ces textes. La taxe à l'exportation et de la redevance extraction, et voire même du fonds nickel, sur le principe au fond, nous y sommes favorables. Mais le texte proposé n'était pas le bon. Il ne taxait que la SLN, qui est au bord du gouffre aujourd'hui, et des mineurs aussi. Et donc, ça n'était pas un texte consensuel, et il y a vocation à ce que nous travaillions tous ensemble pour définir une stratégie et mettre les outils fiscaux en relation avec cette stratégie. Faute de majorité et compte tenu de l'absence de l'éveil océanien, ces textes auraient difficilement été adoptés. On écoute Gilbert Tounénan qui reste tout de même confiant. C'est vrai que le l'éveil océanien était absent ce matin, mais je ne désespère pas pour qu'ils reviennent pour partager notamment les travaux qui vont avoir lieu en commission, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Les deux textes, les deux lois de pays sont renvoyés en commission. C'est maintenant aux élus de prendre leurs responsabilités. Parce que le Conseil d'État l'a déjà étudié, a validé les choses, a dit que c'était, voilà, on peut y aller, ce qui n'avait pas été le cas. Dans les projets dont je parlais précédemment en 2009 ou 2013, c'est le Conseil d'État qui a retoqué les textes à l'époque, parce qu'il n'aurait pas trouvé le juste positionnement à la fois de cette redevance d'extraction et sur la taxe à l'exportation. Maintenant, c'est fait. Ces mêmes élus auront la charge de faire aboutir ce dossier qui date maintenant de plusieurs dizaines d'années et de faire en sorte que le nickel du pays profite davantage aux Calédoniens. Bon, alors ici nous sommes dans la première zone industrielle de Pointe-Nimier qui a été créée entre la fin 1945 et 1953 par un administrateur de société qui s'appelait monsieur Henri Dewez, un Belge, qui avait ses bureaux à New York et principalement actionnaire du nickel, de l'usine de nickel de Nouméa. Donc il est venu investir à Pointe-Nimier parce qu'il a trouvé que le site était très intéressant. Donc je vais vous présenter en gros ce qu'il a créé en 7 ans. Ici c'est un nouveau dock, mais à l'époque il y avait une grosse demi-lune qui a servi d'entrepôt et par la suite c'était le premier cinéma de Pointe-Nimier. Monsieur Dewez avait prévu un atelier bois et un atelier fer, de manière à pouvoir exercer, avec tout l'outillage de l'époque, de faire ses constructions futures.
première électricité sur Poignimier est venue de ce groupe, hein, qui alimentait donc toutes les demi-lunes et les maisons alentours de cette zone industrielle. On était dans la zone industrielle, maintenant on passe dans la zone touristique. Mais il a trouvé ce site intéressant parce que d'abord c'était bord de mer, une rivière, donc il a été conquis par l'endroit. Quand on fait ce bilan, on s'aperçoit que à la fin ils ont abandonné parce que donc il n'y avait pas de suivi de personne, ni des autorités, ni du gouvernement français, ni de rien du tout. Donc ils ont abandonné tout ça. Et ils ont fait des parcelles. Et ils ont vendu ça pour faire des lotissements. Les jeunes, qu'ils soient des tribus ou qu'ils soient du village, sont au courant de rien, puisqu'il n'y a jamais eu de conférence, si tu veux, concernant l'histoire du village de Poignimier. Les seuls qui peuvent encore raconter un peu cette histoire, pour l'instant, c'est M. Charles Pelletier, qui a plus de 80 ans, mais tous les anciens ont disparu. Le musée maritime se met à l'heure d'été et propose une nouvelle animation interactive, l'aventure sous la mer. Ce jeu, destiné aux enfants à partir de 10 ans, leur permettront de découvrir le parcours d'un objet issu de fouilles archéologiques sous-marines. Aidés de 2 plongeurs, vous devrez passer de borne en borne pour découvrir les objets mystérieux que vous remontez et les différentes procédures nécessaires avant la mise en vitrine au musée. Pour mener à bien ce projet, le musée maritime a été aidé par le budget participatif de la province Sud, dont ils sont sortis lauréats en 2022. Ce financement permet d'inclure le jeu dans le prix d'une visite au musée classique. Le Pacifique est à l'honneur dans le film Avatar La Voix de l'eau, diffusé dans les salles de cinéma depuis décembre. Les paysages de ce nouvel opus sont clairement inspirés des lagons d'Océanie d'ailleurs. C'est lors d'un repérage en Polynésie française que le réalisateur américain James Cameron a fait la rencontre de Roto Vintung. Ce Tahitien raconte comment il a intégré l'équipe de tournage et prêté son corps aux célèbres créatures bleues d'Avatar, un sujet signé par nos confrères de TNTV. Il est passé du monde de la glisse à celui du cinéma en surfant sur la vague de sa passion, le bleu de l'océan. Roto Vintung est un waterman accompli. Après une carrière sportive bien remplie et un titre de champion du monde, l'amoureux du bleu des lagons est devenu guide personnel pour des clients haut de gamme. Et parmi eux, il y a James Cameron. Ça a commencé en prêtant une planche de wake à un copain aux États-Unis. Il m'a dit oh, c'est super sympa et tout. Là, j'ai des gens qui arrivent, je vais te les envoyer. Ah bah c'était James Cameron, tu vois. Il m'a gentiment posé la question, mais qui tu es toi? Et c'est sympa quand tu as des gens comme ça qui te demandent qui tu es. Et là j'ai sorti mon speech, j'avais 20 secondes pour sortir mon speech pour qu'il comprenne ce que je vais pouvoir lui apporter. Au fil de ses voyages en Polynésie, le réalisateur le sollicite à nouveau pour des essais techniques cette fois. En 2016, les prémices d'Avatar 2 sont réalisées au Tuamotu pour observer les mouvements des corps et en particulier de la peau sous l'eau. On avait pris une wing tractée avec un jet ski et lui était venu avec 2 Seabob, ces espèces de sous-marins de James Bond là. Et donc pour filmer de côté, de derrière, on a une caméra de face sur la wing. En tout cas, c'était vraiment les premiers essais qu'il faisait dans l'eau. Après, il en a fait d'autres aux Bahamas avec une autre équipe. 2 ans plus tard, c'est dans un bassin de 30 mètres de long et 10 de profondeur que Roto Vintung évolue dans les studios en Californie. Contacté par la production du film, il rejoint l'équipe des cascadeurs pour participer au tournage des scènes aquatiques. Il y travaille pendant 6 mois avec une équipe de 300 personnes sur un plateau bourré de technologie 3D. Le tournage est éprouvant, les scènes sont tournées en apnée. Et moi, je faisais tout simplement partie d'une équipe avec d'autres cascadeurs
et d'autres collègues en fait qui manipulent, on va dire, les créatures sous l'eau. Donc on est propulsé soit par des sea-bobs ou on avait rajouté des wings dessus sur les côtés pour être plus maniable. Et les acteurs sont sur nous. Donc nous en fait on manipule, on pilote ces créatures-là, mais évidemment qu'à l'écran on disparaît complètement, donc ils nous effacent. De cette expérience, Rodo partage de nombreuses anecdotes. Donc c'est 12 heures en combinaison, sous l'eau, sur l'eau, froid, chaud. Donc déjà physiquement c'était assez dur à tenir et ça a duré 6 mois. C'est là où tu vois qu'aux États-Unis ils sont à un niveau bien plus haut. Je pense que d'avoir été athlète de haut niveau auparavant m'a beaucoup aidé parce qu'en fait le moindre cascadeur, mais il fait 3 fois mieux que toi, il dort pas la nuit, enfin en tout cas c'est des bêtes de guerre. Au gré du vent et des rencontres, il a saisi les opportunités. Avatar 2 sera probablement l'unique expérience d'un tel tournage pour le cinéma. Une porte s'est ouverte, Rodo a déjà tourné quelques scènes de la suite de la franchise Avatar. Nouvelle-Calédonie, actualité.